Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je suis avec l'un des Québécois les plus célèbres du monde ludique. J'ai nommé Martin Montreuil. Depuis 7 ans, il partage sa passion sur la chaîne YouTube La Société des Jeux, qui compte plus de 12 400 abonnés. Il anime aussi le podcast De l'autre côté du plateau avec son ami Martin Lafrenière de la Zone Jeux de Société. Martin Montreuil est également directeur général du groupe Randolph, qui regroupe plusieurs pubs ludiques, une maison d'édition et une activité de distribution de jeux de société. Parmi ses nombreuses casquettes, il est aussi chargé du développement de Hachette Board Games US. Malgré son emploi du temps chargé lors du Festival des Jeux de Cannes, il a pris le temps de jouer le jeu de l'interview. Alors je suis avec Martin, ça me fait super plaisir Martin de t'accueillir à mon micro. Tu es dans mon podcast aujourd'hui, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation, c'est un vrai privilège. Ça a pris quelques rendez-vous pour réussir à se rencontrer. On est en direct de Cannes, ma foi. Tu trouves du temps et ça me fait plaisir, merci. C'est toi qui me fais l'honneur de prendre le temps de se rencontrer et de jaser. Ah oui, ça comme on dit chez toi. Vous n'utilisez pas ça, ce terme-là, jaser? Non, quand on jase, c'est de la musique. Bon, pour ceux qui... Oui, c'est le jazz, c'est bon, mais peut-être qu'on a une tonalité qui est chantante, mais vous avez peut-être remarqué l'accent, donc c'est du Québec, effectivement. Eh oui. Alors tu as traversé l'Atlantique pour être à Cannes aujourd'hui, avec multicasquette, mais on va revenir un peu sur ton parcours. T'inquiète pas, on ne fait pas toute ta biographie depuis la naissance, quand même. C'est bon parce que je suis vieux, ça peut être long. À peine. Par où on commence? Alors, comment tu es rentré dans le jeu de société? Voilà, peut-être, je crois que ça a démarré déjà par passion, forcément, en tant que joueur, et puis parce que tu as une histoire avec les pubs ludiques Randolph. Effectivement, c'est peut-être le point de bascule qui a fait que je me suis intéressé de plus près au monde ludique. C'est sûr que, bon, comme n'importe qui d'entre nous, on est gamer avant tout, et ça, c'est une passion qui est présente depuis des années, qui est disparue pendant un petit bout de temps, un peu comme beaucoup ont un profil professionnel et ont délaissé un peu, puis ils sont revenus. Dans mon cas, je suis revenu en 2002 quand même. Ça vous donne une idée de mon âge. Plus récemment, il y a environ une douzaine d'années, j'ai ma sœur qui a écrit un petit message sur Facebook en disant des amis à mon chum. Chum, c'est peut-être pas utilisé, donc ses copains. D'accord. Qui partent à un bar à jeux et ils cherchent un architecte et un entrepreneur. Ce que je suis, donc ma première profession, c'est des études en architecture et une compagnie de construction depuis des années. Mm-hmm. Et comme je connaissais Normand, qui était son chum et qui est toujours son chum. Donc Normand d'Amour, qui est quelqu'un de connu chez vous. Oui, là je vais faire une comparaison très boiteuse et ça va juste augmenter tes codes d'écoute. Mais Normand, c'est un acteur très connu depuis des années. Il fait tous les rôles de méchant dans à peu près toutes les émissions. C'est l'équivalent en termes de prestance, et là je dis juste de prestance, de Gérard Depardieu au Québec. D'accord. Versus ici. Donc, j'entrerai pas dans ce sujet-là. Vaut mieux savoir. Exactement, on n'ira pas de ce côté-là, mais c'est quelqu'un de très connu, effectivement. OK. Mais c'est un joueur avant tout et c'est un partenaire de jeu pour moi. Donc, lorsqu'ils ont dit on part à ce bar-là, mais oui, tout de suite, je me suis porté volontaire pour aller aider, construire, financer le premier bar. Donc, je suis avec eux depuis le début. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu grâce à toi que ça s'est construit, les premiers, en partie, parce que tu as apporté ton expertise. Mon expertise un peu, mais c'était un rêve de 3 jeunes dans la vingtaine qui se sont dit, nous, on a ce rêve fou, là, puis on part. À l'époque, il n'y en avait pratiquement pas. Et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. On aura la chance d'en parler, mais l'évolution a été fulgurante, de sorte que là, je suis à la retraite et j'ai jamais autant travaillé. On va pas parler de débat de la retraite aussi chez nous en France, ça pose trop de problèmes. Ah bon, ça l'est. Je suis l'invité controversé. Voilà, c'est ça. Moi, je fais pas de côté B controverse. Bon, petit clin d'œil. Petit clin d'œil. On va revenir sur ta casquette après de podcasteur également. Donc, tu es rentré dans l'histoire des pubs ludiques. Comment, à un moment donné, tu t'es dit aussi, moi, je me lance sur YouTube, une chaîne connue maintenant depuis 7 ans, c'est ça que j'ai regardé, je crois. Effectivement. La Société des Jeux. Comment tu te dis, tiens, pourquoi je me lancerais sur YouTube pour parler de jeux de société? C'est un peu paradoxal, parce que je ne suis pas quelqu'un d'extraverti à la base. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de communiquer, d'être en présence et tout ça. Mais lorsqu'on jouait avec mes amis, on s'est dit, on écoutait les règles et on faisait toujours référence aux règles américaines parce qu'il y avait peu de jeux
on a une particularité au Québec. Il y a beaucoup de produits qui sont américains, donc forcément en anglais. Donc, ces jeux-là n'étaient pas disponibles sur le YouTube en explication en français. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça? Et ça, c'est une gang de chums qui décide de faire ça une soirée, mais finalement, il y en a juste un dans la gang qui emboîte le pas, et ça, c'est moi. Je me suis donné le défi d'essayer. J'ai dit, je vais voir comment ça fonctionne. Et tout de suite, j'ai dit comment je peux me démarquer de ce qui se fait, parce que j'ai fait mes études et j'ai dit, il y a quand même du monde qui le font, mais il y en avait beaucoup moins à l'époque. Oui, il y en avait moins quand même. Hein. Exactement. Et à ce moment-là, j'ai dit, donc, allons-y avec une particularité. Je suis un adepte des jeux solo. Il y a 8 ans, ça n'existait pratiquement pas. Donc, j'ai dit, je vais créer mes variantes, je vais les présenter. Et comme ça, j'aurai de quoi d'original à présenter. Et ça a pris 3 épisodes et j'ai reçu un appel de Ignacy Trivicek qui voulait publier ma variante. Et là, j'ai dit, j'ai de quoi d'intéressant. Donc, à partir de là, j'ai dit, ça peut être sérieux. Donc, je me suis lancé, pas à temps plein, mais à chaque semaine depuis 7 ans. Et j'ai quand même été pendant 1 an à ne pas dire à personne que je faisais ça. Ah oui. Dans l'anonymat complet. L'anonymat complet. C'est drôle, ça. Et pourquoi? Parce que tu n'assumais pas trop au départ ou... Je n'étais pas sûr du sérieux de la démarche. J'avais pas d'entourage. Je voulais pas construire un fanbase d'amis. Mm-hmm. Je voulais que ça soit sérieux. Je voulais pas que ça soit... Oui, que ce soit maman, papa, la sœur qui regarde les vidéos. Exactement. Et un souper de Noël l'année suivante, ça s'est découvert et ça s'est parlé. Mais là, je pouvais dire, oui, j'ai de quoi, ça fait 1 an que je le pratique, puis j'ai quelques abonnés qui commencent à s'additionner, donc c'est un peu plus sérieux. Tu parles beaucoup aussi de financement participatif. Oui. C'était aussi ta marque de fabrique aussi, pas mal au début. Oui. Enfin, encore aujourd'hui, mais... beaucoup moins aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup ralenti, mais j'ai été un des premiers à s'intéresser vraiment au phénomène. Et j'ai moi-même emboîté le pas en faisant les achats. J'en ai acheté beaucoup trop. Oui, je vous invite à aller écouter le dernier podcast d'ailleurs, qui parle vraiment des meilleurs achats. Les meilleurs comme du pire, effectivement. Voilà, les meilleurs comme du pire. Et ce n'est pas que Kickstarter maintenant. Mais oui, pendant... Je pense que ma première année, j'ai dû contribuer à peu près à 195 financements participatifs. Oui, c'était énorme. Oui, c'est énorme. Oui. Donc, je rappelle quand même que le podcast est de l'autre côté du plateau. Donc, on en reparlera un peu plus tard. Mais voilà. Oui. Il y a ça, et puis il y a les news de la semaine sur la chaîne YouTube. Oui, effectivement. C'est la vidéo qui est présente depuis le début pratiquement. Donc, à chaque semaine, je prends un café en compagnie de mes abonnés. Et c'est drôle parce que là, je suis à Cannes et tout le monde vient de me voir, me remercie, arrive avec le chandail du podcast et une tasse de café. Donc, je fais une collection de tasses de café. Tu fais une collection, oui. Exactement. Alors, tu es quand même rendu à plus de 1000 vidéos et plus de 12 000 abonnés sur la chaîne. Effectivement. Je pense que le succès de ce que j'ai entrepris, c'est le fait que je suis très fidèle, je suis toujours présent. J'ai des sorties de vidéos systématiquement à chaque vendredi et une sortie de podcast systématiquement à chaque vendredi. Donc, vendredi, samedi, c'est mes 2 créneaux. Et le monde a l'habitude de venir. C'est des fidèles abonnés depuis longtemps. Ouais, ça fait plaisir, ça, d'avoir des fidèles abonnés un peu partout, francophones. Au niveau des stats, alors justement, tu sais d'où on t'écoute, d'où on te regarde? Le podcast, c'est plus 50-50. Mais au niveau des vidéos, c'est plus de 65% français. Donc, j'ai des Français, j'ai des Belges. Le Canada figure là, mais c'est essentiellement à la base, c'est parce que je présentais des jeux qui n'étaient pas disponibles en France. Mm-hmm. Donc, le monde avait un intérêt de voir what's next, qu'est-ce qui s'en vient dans le monde ludique, qui sera éventuellement localisé. Maintenant, la localisation se fait beaucoup plus tôt dans le processus. Donc, d'accord. Donc, tu es un petit peu moins anonyme à Cannes qu'au Québec. Je confirme qu'effectivement, ça me prend un petit bout de temps de passer d'un point A à un point B maintenant. OK. Alors, comment, du coup, il y a 3 ans, tu te lances dans l'aventure du podcast aussi, avec ton fidèle compagnon Martin Lafrenière. Martin et Martin, oui. Martin et Martin. Au début, moi, je ne savais pas qui était qui. Hein. Quand j'écoutais, impossible de savoir. Maintenant, c'est bon, j'ai reconnu les voix. Comment vous êtes rencontrés et pourquoi vous êtes lancés dans l'idée du podcast? C'est Martin qui m'a suggéré d'en faire un. À la base, on a une belle complicité, mais on n'est pas 2 amis. On se connaît peu. On a appris à se connaître grâce à notre médium ludique. Lui aussi a une chaîne YouTube qui s'appelle La Zone Jeux de Société. Il est parti environ 6 mois avant moi. Et ça a été un de ceux que rapidement, il a écrit sur ma chaîne, puis on s'est rencontrés dans un événement. On s'est parlé, puis on a vu qu'on avait certains traits communs. On se voit très peu souvent. On se parle à chaque semaine, mais... Vous n'êtes pas dans le même secteur géographique? Il y a environ 3/4 d'heure, 1 heure de voiture entre les deux. De temps en temps, on se fait des événements. Donc, les podcasts se font de cave à cave.
Je suis rendu à l'étage, t'as donc l'étage. de l'étage au sous-sol. Cave, c'est utilisé ça aussi en France? Oui. Oui, c'est bon, OK. Et donc là, l'idée du podcast, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est qu'effectivement, il y a les retours d'expériences de jeu. Vous faites la phase A. Et sur la phase B, c'est plutôt connaître un peu plus les coulisses aussi, ou parler des sujets un peu plus en profondeur, des thèmes de société. C'est à peu près ça? À peu près ça, effectivement. On a déterminé une formule qui tient la route. On a beaucoup de monde qui aime beaucoup. Donc, nos phases A sont un peu plus longues. Là, on a fait faire ça à phase B pour de l'autre côté du plateau. Et c'est le clin d'œil aussi à notre logo qui est un micro-sillon, donc un disque. La phase A, donc, va parler des expériences ludiques. On se fait 3 expériences chaque. Après ça, on a les nouvelles de la semaine. On parle un peu de Kickstarter. On finit. Mais c'est surtout nos introductions qui durent certaines fois 1 heure. Donc, Oui, c'est vrai, les introductions sont longues. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est le ton, quoi. Vous avez un ton vraiment, on sent que c'est 2 potes qui se parlent. On a l'impression d'être en proximité. Pas qu'on est dans notre salon. c'est ce qu'on a comme retour et Ouais, c'est apprécié, effectivement. Complètement. On retourne un peu sur l'histoire du Randolph quand même, parce que effectivement, tu as été aux prémices dans le domaine de la construction, qui est ton premier métier. Mais tu as aussi rapidement, je crois, mis des parts dans Randolph. C'est parti avec un pub ludique. On en a construit un deuxième. On a construit une boutique. Et on s'est dit qu'il y avait une grosse demande pour les pubs, mais on ne pouvait pas gérer tous les pubs. Puis là, je dis on comme si j'étais là, mais je me considère comme étant dans la famille depuis le début. Et lorsqu'on a décidé de passer en mode franchise, on a eu une première franchise qui est le plus gros pub ludique au Québec. Lorsqu'on a fait la construction, bon, c'est moi qui faisais la construction, mais les 2 personnes qui ont parti de la franchise m'ont demandé si je voulais devenir associé. Là, à ce moment-là, j'ai été le premier franchisé des pubs Randolph. Et par la suite, quelques années après, un des actionnaires a voulu prendre sa retraite, malgré le fait qu'il est la moitié de mon âge. Et j'ai racheté ses parts en disant, ben oui, je vais aller finir ma carrière dans un domaine de passion que j'ai toujours. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est devenu ton métier principal, le jeu de société, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Par contre, j'ai encore mes activités de construction et je dois m'en départir, espérons, rapidement, mais ça fait beaucoup comme tu as dit, j'ai beaucoup de casquettes. Alors aujourd'hui, tu es PDG de Randolph. Je suis PDG de Randolph, de Scorpion Masqué et de Hachette Board Game USA. C'est ça. Donc là, ça fait quand même beaucoup de casquettes. Mais c'est bon, j'ai pas de cheveux sur la tête, donc ça me permet de me protéger. En peu de temps, c'est ça qui a été assez incroyable. Tu peux me raconter peut-être de façon succincte, parce que je sais qu'il y a forcément l'histoire peut-être un peu plus longue, mais comment tu es arrivé là aujourd'hui? Lorsque j'ai racheté les actions de Benoît, je les ai rachetées parce que je voyais un milieu qui était en train de se consolider. Il y avait beaucoup de petits acteurs, il y avait beaucoup de jeux qui sortaient à chaque année. Il y avait des compagnies se créaient pour un Kickstarter qui disparaissait aussitôt. Et je me suis dit, d'ici 2 ans, il va y avoir du mouvement dans le monde du jeu. Donc, je veux en faire partie pour essayer de protéger le milieu aussi québécois. On a une petite communauté, mais c'est très ludique au Québec. Et Randolph a participé beaucoup à créer cette culture ludique-là. Ça a été plus vite que j'ai prévu. Donc, un des acteurs principaux, c'est Scorpion Masqué qui a décidé de vendre. Et sachant que là, on rentrait en compétition contre les grandes puissances du monde ludique, c'était difficile pour nous de tirer notre épingle du jeu seul. C'est pour ça qu'on a pris une association avec Hachette pour être capable de compléter cette entente-là. Donc, ça date d'il y a 2 ans et je suis PDG depuis janvier de l'année dernière. Donc, c'est très récent. OK. Alors, qu'est-ce que ça impose d'être PDG aujourd'hui de plusieurs sociétés? C'est quoi tes journées? Des journées de malade? Je vais commencer par dire c'est peu de sommeil. C'est beaucoup d'engagement. Ce qu'on a comme chance dans le jeu de société, c'est d'avoir des acteurs qui sont des passionnés. Tout le monde qui sont là, ils vont travailler avec cœur et ils vont avoir beaucoup d'intérêt vers leur travail. Donc, c'est pas difficile de parler et de faire bouger les choses. Le monde sont très enclins à se donner corps et âme pour le jeu de société. Par contre, c'est des équipes relativement jeunes. Et bon, ce que j'apporte, c'est un peu de gris dans mon expérience. Essayer de les sécuriser, de leur faire comprendre qu'ils sont dans les bonnes voies. Donc, je suis d'à peu près dans tous les départements, tous les discours. Je suis autant logistique que vente, que achat, qu'importation, qu'exportation. Donc, ça fait beaucoup. J'ai la chance d'avoir une bonne vision globale parce que je connais quand même le jeu de société. Je sais de quoi je parle. Donc, ça m'aide, je pense, à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de journée tellement typique, c'est très atypique comme journée. Oui, je veux bien croire. Et alors, justement, est-ce que les journées font plus de 24 heures au Québec, en fait? Oui, mais on a 6 heures de décalage, donc en partant, on ajoute 6, nous. Parce que c'est vrai qu'entre youtubeurs, podcasteurs, PDG et autres,
On se demande comment tu fais. J'ai toujours su équilibrer parce que depuis le début, je savais que j'allais être entrepreneur. J'ai même fait, à la fin de mes études, une formation en entrepreneuriat. Et j'ai eu cette capacité-là de séparer le personnel du professionnel. Donc, je suis capable de couper la barrière et de consacrer mes week-ends à autre chose que travailler et de travailler à temps plein quand je suis là. Et le soir, ben, c'est mes activités de podcast et de YouTube. Je fais une bonne part des choses, je pense, mais c'est quand même beaucoup. Mais il faut jouer entre deux aussi, pour tester. Et c'est pour ça que j'ai de moins en moins de vidéos sur ma chaîne, parce que je me donne ce privilège-là de jouer. Et ça, c'est un rituel que j'ai à chaque mardi. Mon ami Stéphane vient chez moi, je fais mes parties. Et tous les week-ends, j'emmène 3-4 jeux à tester au chalet. C'est mon moment de détente. Ouais. Mais c'est ça qui est difficile, c'est de garder la passion et le travail. Puis tu sais de quoi je parle, parce que toi aussi, tu as un podcast et tu dois avoir le même plaisir à jouer. Et il ne faut pas que ça devienne un travail. Donc, je pense que j'ai réussi quand même à faire de quoi. Là. Mais moi, ça reste une passion, même le podcast, parce que tu vois, ce n'est pas mon métier principal. Moi aussi. Mais c'est ça. Qu'est-ce que ça implique comme mission, le développement de Hachette Board Games US? Ça, c'est un vrai challenge. Parce que tout le monde se dit, c'est un gros marché, les États-Unis, ils ont beaucoup de monde, ça doit être facile. C'est le marché le plus compliqué que j'ai vu jusqu'à présent, par sa configuration, par son... Vous avez la chance, en France, en Belgique, d'avoir un gros réseau de ce que vous appelez les SP, donc les boutiques spécialisées. Ça existe très, très peu en Amérique du Nord. D'accord. La seule place qui a vraiment ça, c'est au Québec. On a un modèle qui est très, très similaire à la France, mais le reste, c'est de la grosse distribution. Il y a beaucoup plus d'acteurs, donc il y a plus de monde qui se prennent une part dans la chaîne, et c'est très difficile de dégager une marge si tu ne vas pas dans de gros volumes. Alors, d'exister dans le faible volume, c'est pratiquement impossible. Et là, celui qui est l'acteur principal, c'est Amazon, qui accapare une énorme part de marché. Et mon défi, c'est de réduire cette part-là pour augmenter d'autres réseaux, pour être capable d'équilibrer ça, pour que ça soit plus sain. Mais il faut être présent dans les grandes surfaces. Il faut être fort dans plusieurs secteurs, mais ça n'a pas la même santé, le monde ludique en Amérique du Nord. Et donc, c'est un vrai défi de partir aux États-Unis. Alors justement, j'allais te demander quelles étaient les différences du marché entre le marché français, enfin le marché européen peut-être plus, et le marché nord-américain. C'est quoi les grosses différences? On n'a pas les mêmes types de jeux, les mêmes envies, les mêmes... C'est drôle, j'en ai parlé hier, pas plus tard qu'hier. La manière que je présentais ça, tout le monde était surpris. Mais c'est la réalité. Souvent, on me présente des jeux, là, on dit c'est un beau jeu, c'est un bon jeu. Et on regarde, nous, tout de suite, on se dit non, c'est trop beau. Là, comment un jeu peut être trop beau? Aux États-Unis, si quelqu'un prend une boîte et qui va être intimidé par la direction artistique, il va se dire c'est trop compliqué pour moi. Il va remettre le jeu sur la tablette. Plus le jeu est moche et plus ça descend à leur niveau de compétence et plus ils ont aptitude à le prendre. S'ils prennent un jeu qui ressemble un ski joe qui ressemble à un Uno, ils vont se dire « OK, je connais ça. C'est sécurisant, je vais l'acheter. » D'accord. Donc, il faut adapter à notre clientèle les jeux et d'un fois, ça implique de le rendre, c'est un peu péjoratif de dire plus moche, mais de le rendre plus accessible visuellement que d'aller vraiment dans l'exagération d'un excellent jeu. C'est différent pour les gamers versus les jeux de consommation. Là, il y a plusieurs créneaux, mais il y a vraiment une adaptation et c'est pas un succès garanti quand ça fonctionne sur la scène française ou européenne, que ça sera un succès instantané. D'accord. On n'a pas la même sensibilité artistique peut-être aussi, ou la même culture par rapport à ça? C'est vrai pour la culture, c'est vrai pour l'artistique, c'est vrai aussi pour la mécanique. Si c'est trop cérébral, si c'est trop mécanique, si c'est trop plaqué, ils veulent vivre une aventure, ils veulent avoir peut-être un peu plus une immersion dans le jeu. Donc, un Ameritrash, c'est ce qui définit un peu ça. Donc, on laisse une grande part au hasard, mais on vit des sentiments versus on calcule. Ils veulent pas se retrouver sur le banc d'école pour jouer. Ils veulent avoir du plaisir. Il faut que ça soit plus instantané, peut-être plus au feeling. Plus au feeling, effectivement. Okay. En France, il y a un débat, une envie que le jeu devienne un vrai objet culturel. Est-ce que ça, c'est des questionnements qu'il y a aussi chez vous? Je vais faire rire les auditeurs du podcast. Nous, on a l'OQLFFFF qui nous suit. C'est l'Office de la langue française qui émet des lois pour des produits de consommation et il traite le jeu de société comme étant n'importe quel autre produit. Donc, on se fait systématiquement barrer certains jeux parce qu'on se doit d'avoir les jeux disponibles, 1, avec un titre en français, 2, avec une traduction 100%, 3, au même prix que tous les autres prix en anglais. Donc, il y a une disparité et de comprendre que le jeu est une localisation, donc il y a plus d'acteurs. C'est difficile d'arriver dans les mêmes braquettes de prix si c'est pas l'éditeur original. Ça passe pas.
Donc, il y a présentement une pétition pour faire reconnaître le jeu comme bien culturel parce que ça permet d'éviter ce... Parce que dans la chanson, on ne demande pas à Lady Gaga de chanter en français, ouais. mais par contre, on peut le vendre. Donc, c'est un peu le même principe. C'est l'histoire de la charte, le respect de la charte de la langue française, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que oui, c'est vrai que vous êtes au Québec très respectueux de la langue française, plus que nous peut-être. Ben, c'est une obligation. On est dans une mer anglophone. On est un petit village gaulois au milieu des Américains. Si on ne fait pas ça, on va disparaître. Donc, et là, c'est compliqué parce qu'effectivement, toutes les boutiques, vous avez d'abord les jeux en langue anglaise, bien souvent. Toujours? Presque toujours. De moins en moins, le décalage est prononcé. Avant, ça pouvait prendre des années entre un jeu en anglais et français. Maintenant, c'est beaucoup raccourci, ce délai-là, parce qu'il y a des acteurs majeurs qui vont localiser rapidement. Mais il y a quand même un décalage. Il y a un décalage de temps, il y a un décalage de prix. Ça cause problème. Décalage de prix, c'est de l'ordre de combien de différence? Entre facilement 20% plus cher pour une langue française. D'accord. Ça aussi, c'est donc un enjeu pour Hachette Board Game et puis pour Scorpion Masqué, pour Randolph, de permettre de délocalisation plus facile aussi? Pour nous, c'est pas vraiment un problème parce que tous nos jeux chez Scorpion, chez Randolph sortent en français. Donc, de ce côté-là, ça cause pas de problème. Les éditeurs qu'on passe, donc Gigamic, les produits de BlackRock et tout ça, c'est tous des éditeurs français, donc on n'a pas ce problème-là, mais le monde ludique a ce problème-là. Si c'est pas un major, si c'est pas Asmodée qui arrive et qui systématiquement fait les deux langues, un autre petit éditeur qui arrive, il va avoir certaines difficultés. Donc, ça s'applique moins à nous directement, mais comme je fais partie de l'écosystème ludique, ben, je suis touché. Oui, bien sûr. Ouais. Quel est ton regard sur l'évolution du jeu de société depuis ces quelques années parce qu'il y a eu aussi une évolution gargantuesque un peu. Là, c'est un marché, pour le coup, qui a énormément évolué. C'est quoi ton regard là-dessus, en tant que joueur, et puis peut-être maintenant en tant que PDG? On est rendu un peu à l'âge d'or du jeu de société. On est sorti un peu de l'ombre. La COVID a accéléré ce phénomène-là parce que le monde a redécouvert. Il y avait beaucoup plus de prétextes de jouer à des jeux de société. Et ça l'a fait ouvrir les yeux aux grosses compagnies qui se sont dit « Ah, mais il y a un vrai marché, ça se développe, il y a un pourcentage d'augmentation important à chaque année, c'est un domaine en croissance, donc on va s'en intéresser. » Pour le bien comme pour le moins bien, parce qu'effectivement, si ce n'est que des gros jeux commerciaux, ben ça perd aussi son charme. C'est ce qui est... Le monde ludique, ça reste un monde très axé sur le fait que c'est des passionnés qui vont faire toutes sortes de jeux et on ne vise pas forcément toujours un succès commercial. On veut partager une passion du jeu. Et ça, ben, ça a du bien. Par contre, l'inverse, c'est qu'on peut avoir 4000 jeux qui sortent par année et ça devient de plus en plus difficile de se démarquer et souvent un produit va mourir avant même de naître. Donc, ça peut être compliqué. Oui, ce qui est compliqué, c'est de garder une certaine longévité, effectivement. C'est de moins en moins possible et la longévité est de moins en moins longue. Donc, un jeu qui dure 3 ans, on se dit « Wow, on a réussi quelque chose de bien ». C'est particulier. Présente-nous le groupe Randolph aujourd'hui, en fait, comment il est composé, structuré, beaucoup de travailleurs. C'est une grosse entreprise. Au niveau du bureau, on regroupe 2 studios présentement qui sont Scorpion et Randolph. Donc, on édite de part et d'autre environ 4 à 5 jeux dans chaque compagnie. On a des équipes graphiques, on a des équipes de franchiseurs, on a des comptables. Donc, ça devient une grosse entreprise. Donc, juste pour le bureau, on est 45 employés environ présentement dans le groupe Randolph. On va avoir à peu près 4 à 5 employés aux États-Unis chez Hachette Board Game USA. Et on a 8 pubs ludiques d'environ 500 mètres carrés chaque qui va nécessiter environ 40 à 45 employés par pub. Donc, ça fait une grosse famille. Au bout de la ligne, ça fait un bon party de Noël. Est-ce qu'il y a l'envie de s'étendre, justement, les pubs ludiques ailleurs qu'au Québec? J'ai énormément de demandes. Juste avant de partir pour Cannes, j'ai eu un entretien avec Dubaï. J'en ai eu une avec la République dominicaine. J'en ai au Costa Rica. J'en ai un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, bien sûr, dans le Canada anglais et en France. Donc, l'intérêt est là. J'ai énormément de demandes. On n'était juste pas prêt jusqu'à présent à faire ce mouvement-là. Faire de la gestion de croissance, c'est également un vrai défi. Donc, et on sortait de la COVID. On a dit on va prendre le temps de restabiliser le réseau qu'on a et éventuellement, on va penser
À franchir le pas, je ne sais pas si ça sera cette année, l'année prochaine, c'est à voir. En tout cas, c'est dans peut-être les tuyaux. Dans les cartons. Dans les cartons, vous dites. Et aux États-Unis, ça existe là-bas ou pas? Alors, le marché américain, effectivement, il est propice à avoir d'autres acteurs parce qu'il y a très, très peu de bars à jeux. Ça n'existe pratiquement pas. Mais c'est plus des rassemblements de geeks, de cartes Magic et des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il y a une possibilité. D'ailleurs, on a rencontré des gros groupes qui se disent, quand ils sont venus essayer le concept, ben ils ont dit, ben ça nous prend ça. Est-ce que vous voulez venir à Seattle? Est-ce que vous voulez venir à New York? Est-ce que vous voulez venir? Éventuellement, on va avoir assurément un flagship. Notre marque représentée dans un emplacement, ça sera une grande ville. Je ne sais pas si on va développer, par contre, un réseau complet. Ça demande beaucoup de personnes qui vont vouloir s'impliquer. Peut-être, mais on verra. En tout cas, il y a des bonnes idées qui arrivent du Québec. Par exemple, je sais que j'ai une connaissance qui avait fait un voyage au Québec qui m'avait dit on a lancé du théâtre d'impro, par exemple, qui était très précurseur là-bas. Oui. Et pareil pour les cafés ludiques. Il faut qu'on fasse la même chose en France. Alors, je ne sais pas si c'est des bonnes idées qui viennent du Québec. Il y a beaucoup de bars à jeux qui sont partis à Paris, notamment, qui sont d'anciens employés de Randolph, qui ont des expats qui sont partis chez vous et qui ont reparti le concept un peu. Et oui, il y a toutes sortes de modèles. Les cafés ludiques, nous, on a eu beaucoup qui ont débuté. Il y a eu quelques-uns qui ont fermé, par contre. C'est difficile d'avoir un modèle rentable parce que ce qui fait vivre les pubs ludiques, ben, c'est la bière et c'est le bar. Donc, si on n'a pas une formule qui est axée sur le plaisir et la consommation, on ne peut pas faire les frais avec une structure à 45 employés. Tu peux avoir, par contre, un petit café à 2 personnes qui va gérer ça et qui va faire son petit bout de chemin, mais c'est juste pas le profil d'entreprise qu'on a. Mais effectivement, il y en a beaucoup. Vous avez beaucoup de Français qui travaillent chez Randolph? Oui, c'est même surprenant. Je suis minoritaire de ma langue maternelle québécoise. Il y a facilement 55 à 60 d'employés qui sont français. D'accord. T'es-tu à la recherche d'un emploi? Bah écoute, pourquoi pas. Le Québec nous tente de plus en plus, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui nous disent que c'est tentant. En plus, on a le plein d'emploi chez nous. C'est pas très compliqué de trouver de l'emploi parce qu'on cherche de la main-d'œuvre. D'accord. Oui, des domaines bien précis. Je crois que... En général. En général. Ouais, le taux de chômage est très, très bas. Ouais, et puis je crois qu'il y a des aides aussi pour l'installation. Enfin, on en reparle dans un autre podcast. on dérive. Est-ce que tu as fait le tour du game? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que tu as accomplies déjà. C'est quoi un peu tes projets, les envies encore? J'ai quand même une fibre de créatrice. Donc, je suis parti avec la création de mode solo, qui est de plus en plus fréquent qu'on voit mon nom associé à une règle solo dans un jeu. Tout le monde me dit quand est-ce que tu vas créer le tien. Ben, je pense que ça fait partie du chemin normal de quelqu'un qui fait ces démarches-là. On a tous un jeu en tête à un moment donné qui se dit ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Moi, j'ai un petit calepin avec des tonnes de croquis, des tonnes d'essais. Je suis juste pas rendu là dans mon cheminement, mais quand j'aurai le temps de me poser, je sais pas c'est quand, éventuellement, je vais sûrement tenter l'expérience. C'est quelque chose qui est dans ta tête et qui a envie d'être fait un jour. Pour le peu de place qui reste dans ma tête, oui, c'est ça. Ok, c'est cool. Et quel type de jeu tu aurais envie de faire, du coup? Un jeu solo? Non. Un jeu solo. Non. J'ai eu beaucoup d'idées. Puis ce qui est beau dans les idées, c'est que ça évolue avec le temps. Donc, on part avec un concept, on garde une idée, on va le dévier, on va changer de thématique, on va le faire évoluer, on va le tester, on va revenir à la base. D'ailleurs, Joël, mon ami, qui est un de mes associés, et un des créateurs de chez Randolph, il signe plusieurs jeux. Et il est ressorti de ses cartons un jeu qu'il a fait il y a plus de 10 ans. Il s'est dit, ça serait le fun. Il l'a amené au bureau, on le fait jouer. Il a dit, c'est vraiment un jeu. Donc, il va être édité l'année prochaine. D'accord. Ça peut prendre du temps, un processus créatif. Ah oui, complètement. Oui, mais c'est vrai que du coup, ça peut cheminer longtemps. Oui. Et puis, à un moment donné, comme tu dis, il faut le temps de se poser aussi, d'avoir les idées qui se mettent ensemble. Oui, exactement. OK. Comment tu vois évoluer aussi peut-être le podcast ou la chaîne YouTube Est-ce que tu arrives à faire front avec tout ça? C'est 2 activités que j'adore faire. C'est sûr que je suis moins présent, mais je ne me vois pas arrêter. Ça va être drastique quand je vais arrêter. Je pense que je vais tout arrêter en même temps. Je peux avoir des périodes à vide. Je veux me permettre, à un moment donné, de dire, je prends une pause, j'ai besoin d'arrêter 1 mois, 2 mois et de revenir, mais je veux pas que ce soit une obligation. Quand ça devient une obligation de faire des choses, c'est là qu'on perd la passion, on perd l'intérêt de le faire. Donc, si j'ai pas le goût de le faire, j'arrête. Si j'ai le goût, je continue. Mais présentement, j'ai le goût, donc
Je suis encore là. Et le fait de justement d'être maintenant vraiment engagé dans le jeu, dans ton travail au quotidien, ça te démotive pas, par exemple, pour jouer à un moment donné, pour le plaisir? J'avais peur que ça soit le cas. Mais non, je me surprends à avoir du plaisir à tester un prototype à longueur de journée et d'arriver chez moi d'avoir le goût de jouer quand même. C'est sûr que ça peut être des fois lourd, mais je le ressens pas, cette lourdeur-là. Et j'ai toujours un plaisir à découvrir. Ce qui peut être un peu plus lourd, c'est... Là, il y a beaucoup de monde qui commence à savoir que je suis plus un YouTuber de sous-sol. Et je reçois énormément de prototypes donc tout le monde veut me proposer leur jeu. Et je peux pas tous les essayer, tous les jouer et tous les publier, tout faire les vidéos. Donc, je dois apprendre à dire non, ce que je faisais peu avant. Donc, oui, c'est ça. Faire des choix à un moment donné. mais oui. Apprendre à dire non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Écoute, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ce beau parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'aurais pas dit encore, qu'on ne saurait pas, qui est secret? Ah ben, si c'est un secret, je peux pas te le dire. Scorpion Masqué est bien positionné sur la scène internationale. C'est un éditeur qui est connu depuis toujours parce qu'il s'est consacré à l'édition. Randolph est resté un peu plus au Québec, mais on est en train de travailler pour sortir du Québec, autant avec les pubs qu'avec l'édition. Puis, on a gagné un prix l'année passée à Cannes. Il nous reste un spiel à gagner, puis on va travailler là-dessus. Ah, OK. C'est bien. Vous allez avoir de l'ambition. Ben oui, il faut avoir l'ambition. Moi, j'ai toujours dit, je comprends pas les gens qui disent qu'ils foncent pas vers leur passion. Je sais qu'on peut pas toujours le faire, mais tout le monde est capable d'accomplir ce qu'ils veulent faire, s'ils se fixent des objectifs raisonnables, bien sûr, là, mais il faut juste travailler dans le sens de ce qu'on veut faire. Donc, conclusion, avançons. Je te propose justement qu'on passe à la partie petit jeu portrait chinois. Je sais pas, tu connais ça au Québec? Le portrait chinois, vous connaissez pas au Québec? Allons. Alors c'est si tu étais, qu'est-ce que tu serais? Donc dans le monde du jeu de société, si tu étais un mode de jeu, du coup c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est solo, compétitif. Non, je suis un gars de construction, donc je serais un deck building. Ah, OK. Alors, tu es parti sur la mécanique. Oui. Okay. Dans la mécanique de jeu, tu serais un deck building. Ben oui. OK. J'aime quand on construit quelque chose, quand on a le sentiment de construire un moteur qui fonctionne et qui, au bout de la ligne, nous fait rendre notre partie satisfaisante. Même si on ne gagne pas, on a l'impression d'accomplir quelque chose. Donc, OK. Si tu étais une thématique de jeu de société? OK. Une thématique, je ferais un jeu d'exploration, un jeu d'aventurier. J'aime ça, partir vers l'inconnu et me faire surprendre. Pas nécessairement un narratif, mais j'aime que le jeu me fasse vivre des émotions. Alors, si tu étais déjà un auteur, t'aimerais être qui? Il y en a beaucoup de bons auteurs de jeux et on a tendance à citer toujours les mêmes. Écoute, ça, c'est une question piège, parce que j'ai des amis aussi, puis là, ils vont dire, pourquoi t'as dit lui? Pourquoi t'as dit lui? Je suis un joueur qui aime beaucoup les jeux euro, mais lorsqu'il y a une thématique bien implantée dessus, donc qui n'est pas vraiment plaquée, il faut que la mécanique soit en accord avec le jeu. J'affectionne particulièrement les designs d'Alexander Pfister, donc je vais dire ça. OK, ça me va. La dernière question, c'est de savoir qui tu pourrais me proposer comme personne dans le monde ludique, un acteur du monde ludique qui pourrait venir à mon micro pour un prochain podcast. OK, c'est un travail à la chaîne, donc exactement. C'est bon. Est-ce que quelqu'un m'avait suggéré? C'est pour ça que tu... Non. Non, même pas? OK. On a de beaux acteurs au Québec quand même. Si vous ne les connaissez pas tous, ça serait intéressant d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Celui qui a été mon mentor, parce que lorsque j'ai commencé, j'étais le petit nouveau, malgré le fait que j'étais le plus vieux. Et c'est David, le professeur Board Game, qui m'a introduit au milieu ludique par un site qui s'appelait Passion Board Game. Et toutes les nouvelles recrues étaient associées avec un vieux de la vieille, il faut s'entendre. Donc, c'était David, mon mentor. Donc, c'est mon Jedi, c'est mon maître Jedi. Moi, je suis son padawan. Le padawan, d'accord. Et donc, il faut que j'aille au Québec pour l'interview, pour le coup. Ah, ben oui, tu es la bienvenue. En plus, tu viendras faire un tour dans les pubs Randolph. Ah, oui. Je te ferai visiter. Ah, carrément. Écoute, on prend rendez-vous. Absolument. Écoute, je te remercie d'avoir joué le jeu de l'interview. J'aurais encore eu plein d'autres questions et j'aurais aimé aussi qu'on en approfondisse d'autres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et à faire encore. Je te propose qu'on termine avec la phrase habituelle de la fin du podcast et la fin des vidéos. Oh, ça va pas bien, là. Je sais pas c'est laquelle. Ah, je te laisse te débrouiller. Non, c'est donc, est-ce qu'avec Martin Montreuil, tu joues ou quoi? Et tu joues ou quoi? On le fait ensemble. Alors, avec Martin Montreuil, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté cette interview de Martin Montreuil jusqu'au bout.
Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux. Pensez aussi à visionner les vidéos sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir le parcours et le travail de Guylain Masson, chef de projet chez l'éditeur Don't Panic Games et également auteur de jeux. Restez bien à l'écoute!